Alors, imaginez un peu la scène. On est au XVIIe siècle et Louis XIV, le roi Soleil, a une ambition, une ambition démesurée. Il veut que la France domine les mers. Et pour ça, il lui faut une marine de guerre qui puisse tenir tête aux Anglais, aux Hollandais, à tout le monde, une véritable armada. Mais pour construire une telle flotte, il ne va pas faire confiance à n'importe qui. Non, le pouvoir royal va tout miser sur le talent, sur le génie d'une seule et même famille. C'est l'histoire incroyable de la dynastie Hubac qu'on va découvrir ensemble. Écoutez bien ça. De tous nos maîtres charpentiers, il n'y a qu'Hubac qui puisse raisonner. Les autres exécutent, mais ils se laissent mener. Cette petite phrase, elle n'est pas de n'importe qui. C'est Colbert de Terron qui l'écrit, l'intendant de la marine, l'un des personnages les plus influents de France à l'époque. Et ça résume tout. Il ne dit pas qu'Hubac est juste un artisan. Non, il dit qu'il est le seul qui raisonne, le seul qui pense, qui conçoit. C'est un véritable ingénieur, un visionnaire. On parle bien sûr de Laurent Hubac, le patriarche de la dynastie. Et cette phrase, elle nous explique d'emblée pourquoi cet homme était absolument indispensable. Alors, le voilà, Laurent Hubac, l'homme de la situation. Son fief, c'est Brest, le port stratégique par excellence. Et là-bas, il va régner en maître absolu pendant des décennies. C'est simple, il a un quasi-monopole sur la construction des navires du roi. Quand on dit qu'il a bâti les fondations de la flotte royale, ce n'est pas une métaphore. C'est lui, et quasiment lui seul, qui, sur les quais de Brest, va donner vie à ce qui deviendra la plus grande marine du monde. Bon, regardons les chiffres. Au début, ça commence tranquillement. Entre 1641 et 1660, il construit 11 vaisseaux de guerre. 11! Ça peut sembler peu, mais attention, ce n'est pas encore l'ère de la production de masse. Chaque navire qui sort de son chantier est une démonstration de son talent, une preuve de sa fiabilité. C'est comme ça qu'il se fait un nom, qu'il gagne la confiance de la couronne, bien avant que la machine de guerre de Louis XIV ne s'emballe vraiment. Et puis, tout bascule. Jean-Baptiste Colbert, le grand Colbert, arrive aux commandes de la marine. Et là, l'ordre est simple. Il faut des navires, beaucoup de navires, et il les faut pour hier. Le rythme devient complètement fou. En une seule décennie, de 1661 à 1670, Hubac livre 28 vaisseaux. 28, c'est plus du double de ce qu'il avait construit pendant les 20 années précédentes. On change complètement d'échelle. Hubac n'est plus juste un bon constructeur, il devient le cœur battant, le moteur de la nouvelle marine française. Et on pourrait croire que le rythme va se calmer, mais pas du tout. La cadence infernale continue. Entre 1671 et sa mort en 1682, il en sort encore 23 de ses chantiers. Ces chiffres, ce ne sont pas juste des statistiques froides, ils nous montrent sa productivité incroyable, sa place absolument centrale à l'arsenal de Brest. Il est, pour le dire simplement, incontournable. Et attention, dans le lot, il n'y a pas que des navires classiques. Il y a des chefs-d'œuvre, de véritables légendes flottantes. Des vaisseaux de premier rang, qui sont en gros les super porte-avions de l'époque. On parle de monstres comme le Royal Duc. Et surtout, le premier Soleil Royal. Imaginez un peu, un géant de 2500 tonneaux, avec 110 canons à son bord. Ce n'est pas juste un navire, c'est une forteresse flottante. Le vaisseau amiral le plus célèbre et le plus redouté de toute la flotte du roi. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce possible? Comment maintenir une telle cadence de production? Eh bien, il y a un revers à la médaille. Ce boom naval incroyable, il repose sur un modèle économique, disons, assez risqué. Un système qui mettait en permanence la qualité face au coût. Un dilemme constant. Et le cœur du problème, c'est ce qu'on appelait le prix fait. C'est un contrat à prix forfaitaire. En gros, l'État dit, voilà, on veut ce navire pour telle somme. Et le constructeur doit dire oui et se débrouiller avec ça. C'est lui qui prend tous les risques. Si le bois coûte plus cher, si les travaux prennent du retard, c'est son problème. Ce système concerne 80% des chantiers. Alors imaginez la pression. Forcément, la tentation de rogner sur les coûts devient énorme. Utiliser un bois de moins bonne qualité? Le faire sécher moins longtemps? Ce n'est plus une tentation, ça devient une nécessité pour ne pas faire faillite. Et évidemment, à force de tirer sur la corde, parfois elle casse. Et là, c'est le drame. C'est l'histoire du sans pareil. Un navire construit par Hubac lui-même, en prix fait, qui coule en 779. L'enquête est menée par un grand nom, l'amiral Duquesne, et ses conclusions sont terribles. Le coupable, ce n'est pas le constructeur, c'est le système. Le prix fait qui force les entrepreneurs à rogner sur tout. C'est la preuve ultime que même le génie d'Hubac pouvait se fracasser sur les réalités d'un modèle économique dangereux. Pendant ce temps, Laurent Hubac vieillit. Et là, à la cour, on commence à paniquer un peu. Le savoir-faire d'Hubac, son génie, est unique. S'il disparaît, qui prendra la relève? Le problème est d'une importance capitale, alors l'État va faire quelque chose d'inédit. Il va décider de fabriquer un héritier, de forger un successeur, littéralement, sur mesure.
Et la preuve, elle est là, noir sur blanc, dans une autre lettre de Colbert de Terran. C'est incroyable. Il écrit « J'ai retiré du collège des Jésuites un des enfants du Surhubac pour en faire un bon maître charpentier au lieu d'un juge de village. » C'est hallucinant. L'État va littéralement chercher Étienne Hubac, le fils, qui a 15 ans, sur les bancs de son école pour le mettre de force dans les chantiers de son père. Ses projets personnels, on s'en fiche. La raison d'État prime. La France n'a que faire d'un juge de village de plus. Elle a un besoin vital, absolu, d'un nouveau Hubac. Et attention, on ne va pas juste le mettre au travail, on va lui concocter un programme de formation absolument unique, du jamais vu pour l'époque. C'est une sorte de cursus idéal. D'abord, bien sûr, l'apprentissage pratique, sur le tas, avec le meilleur prof possible, son père. Ensuite, on l'envoie à Paris, pour la théorie. Il doit maîtriser le dessin technique, l'art des plans. Et enfin, le clou de spectacle, on l'envoie en mission pour le roi, en Hollande et en Angleterre. 10 mois d'espionnage industriel pour aller piquer les meilleures idées chez les concurrents. Et avec un tel bagage, forcément, Étienne Hubac n'est pas juste une copie de son père. Il est autre chose. Il va incarner une toute nouvelle génération de constructeurs, marquant le début d'une ère plus scientifique, plus calculée, plus ouverte sur les innovations extérieures. C'est vraiment la passation entre deux époques. D'un côté, il y a Laurent, le père. C'est le maître de la pratique, le génie de l'intuition, celui qui, comme disait Colbert, résonne avec le bois. De l'autre, il y a Étienne, le fils. Lui, c'est le maître de la théorie, l'expert des plans techniques, celui qui intègre les innovations étrangères. On assiste en direct à la transition de l'artisanat de génie vers l'ingénierie navale moderne. L'État n'a pas juste formé un charpentier, il a créé le tout premier prototype du grand ingénieur d'État français. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on est l'héritier désigné que tout est facile. Loin de là. La politique, les jalousies, les rivalités au sein de l'arsenal, tout ça existe déjà. En 1686, suite à un conflit avec un nouvel inspecteur, Étienne est transféré. On l'éloigne de Brest. C'est une véritable disgrâce. Sa carrière, qui s'annonçait si brillante, prend un sacré coup d'arrêt. Heureusement, son talent est trop grand pour qu'on l'oublie. Son exil ne dure pas. Et en 1693, c'est le grand retour, la plus belle des revanches qu'on puisse imaginer. On le rappelle et on lui confie le défi ultime, la mission la plus symbolique possible, construire un nouveau soleil royal pour remplacer celui, légendaire, de son père. La pression est immense, il doit prouver qu'il est à la hauteur du mythe. Et le résultat est là. On peut comparer les deux chefs-d'œuvre. Celui d'Étienne est tout aussi impressionnant. Un peu différent, peut-être un peu plus moderne dans sa conception, mais tout aussi puissant, tout aussi monumental. En réussissant ce pari fou, Étienne ne fait pas que prendre la succession. Il prouve au monde entier qu'il est bien l'égal de son père. Alors, si on prend un peu de recul, quel est l'héritage laissé par les Hubac ? Eh bien, leur contribution à la puissance navale française est tout simplement inégalée. C'est même assez vertigineux. Regardez cette frise chronologique. Ça donne vraiment une idée de leur longévité. Tout commence en 1641, avec le premier navire de Laurent, et ça se termine en 1726, à la mort d'Étienne. Entre ces deux dates, il s'est écoulé 85 ans. 85 années de service ininterrompu pour la Marine royale. C'est presque un siècle entier, où le nom de Hubac a été synonyme des plus grands navires du royaume. Et le total, le chiffre final, il est juste stupéfiant. 80! Le père et le fils, à eux deux, ont construit 80 vaisseaux de guerre pour la France. Ce n'est même plus un héritage à ce niveau-là, c'est une flotte. Une armada complète sortie de l'imagination et des mains d'une seule et unique famille. L'histoire a tendance à retenir les noms des rois, des reines, des amiraux qui gagnent les batailles. C'est normal. Mais cette saga des Hubakines, elle nous pose une question. Qu'en est-il de ceux qui ont rendu tout ça possible ? Derrière la gloire, derrière les ambitions des puissants, il y a toujours eu ces ingénieurs, ces artisans, ces visionnaires qui, bien que souvent restés dans l'ombre, ont été les véritables architectes de l'histoire.